Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première table ronde « Que se passe-t-il dans les crèches ?» Vous l'aurez compris, nous avons opté pour un présupposé de base selon lequel il se passerait des choses dans les crèches sur l'égalité filles-garçons. Alors, nous avons travaillé afin de vous proposer une séance que je qualifierais d'optimiste mais réaliste. Réaliste car il faut tout de même partir du constat que genre et petite enfance ne vont pas de soi, mais vous me direz le genre va-t-il de soi avec quelque soit autre chose. Et optimiste car nous essayons de présenter des projets intéressants de prise en compte transversale du genre dans des structures d'accueil de petite enfance. Alors pour cela, nous allons nous appuyer sur l'analyse avisée de nos 4 intervenantes qui sont à côté de moi et que je vais vous présenter. Comme vous l'a dit Nicole Savé, conformément au principe des assises, nous avons avec nous des intervenantes d'horizons différents, chercheuses, praticiennes, parfois les deux, pour que nos échanges soient aussi riches et complémentaires que possible. Alors je les remercie toutes les 4, d'être présentes aujourd'hui à cette première journée des assises de l'IEC. Alors, on va commencer par l'extrémité. Donc Geneviève Cresson, à ma droite, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Lille 1. Vous êtes membre du Centre lillois d'études et de recherche sociologiques et économiques et de l'équipe lilloise Genre et Société. Vos recherches portent sur la prise en charge de la santé par la famille et l'entourage et sur la petite enfance. Vous coordonnez avec Nathalie Coulon le projet de recherche Rapports sociaux de sexe, travail et transition au sein de la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Et toujours avec Nathalie Coulon, vous avez dirigé un ouvrage passionnant intitulé « La petite enfance, entre famille et crèche, entre sexe et genre », paru à l'Harmattan. Et en plus, vous faites le service après-vente. Parfait. Je vais poursuivre avec Marie-Dominique Villepert, à l'extrême gauche, sans connotation politique aucune. Vous êtes à l'origine, vous aussi, une praticienne, éducatrice de jeunes enfants. Vous avez travaillé pendant une 15aine d'années dans des lieux d'accueil ordinaires des tout-petits et dans des institutions du travail social. Vous êtes également formatrice. Vous travaillez notamment avec le GRAP, qui est le groupe de recherche et d'action pour l'enfance et l'adolescence. Vous avez travaillé. Et en 2009, vous avez rendu une thèse consacrée à, je cite, « l'objet maternel dans les champs des institutions de la petite enfance, une lutte de représentation autour de la place de la mère ». Si je décale un petit peu, nous avons donc Marie-Françoise Bellamy, qui est militante FSU. Vous intervenez aujourd'hui avec votre casquette syndicale et qui est directrice d'une crèche dans le 93. Vous avez mis en place un projet transversal sur le genre dans votre crèche. Un projet axé sur une pédagogie favorisant l'égalité entre les sexes dès le plus jeune âge et dont l'objectif est notamment de favoriser l'estime de soi des filles et des garçons. Et enfin, Arlette Zilbert, vous êtes l'ancienne adjointe au maire du 20e arrondissement de Paris. Vous aviez en charge la délégation de la petite enfance et le bureau des temps. Et vous êtes par ailleurs aujourd'hui au conseil d'administration d'une association qui gère des crèches, une PMI, un institut médico-pédagogique et des centres de santé. De votre discipline, j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce qui vous a amené à travailler spécifiquement sur le genre et l'égalité filles-garçons dans les structures de petite enfance. Au départ, moi je suis sociologue de la famille, c'est-à-dire que je m'intéresse surtout à ce qui se passe à l'intérieur de la famille conjugale, pour le dire rapidement, mais pas seulement, et en particulier ce que produisent les familles, c'est-à-dire surtout les femmes de la famille, aussi bien en termes d'objets matériels, mais surtout en termes de relations, et puis, pour employer un grand mot que j'aime pas beaucoup, en termes de capital humain. Donc un intérêt pour le travail domestique, le travail relationnel, le travail de soins au sens large, produit à l'intérieur de la famille, le travail éducatif, etc. Donc en développant mes travaux, je me suis rapprochée de plus en plus de la question de la division du travail entre hommes et femmes. Pourquoi ces nouveaux pères qu'on nous annonce depuis maintenant 3 générations sont toujours pas beaucoup là, et pourquoi les politiques sociales et en particulier les politiques de la petite enfance peuvent avoir des effets sur la vie des familles et sur la vie des femmes. Donc le lien avec la petite enfance va se faire rapidement puisqu'une partie du travail auprès des jeunes enfants se fait à la fois à l'intérieur de la famille et
aussi à l'extérieur, dans les crèches notamment, mais aussi chez les assistantes maternelles, et que dans les 2 cas, ce sont des femmes qui prennent majoritairement en charge la petite enfance. Donc pour moi, à la base, c'est surtout un intérêt pour la situation des adultes, les relations parents-professionnels, la production d'humains à l'intérieur de la famille et en dehors de la famille, et les rôles sexués des hommes et des femmes adultes, en particulier vis-à-vis des jeunes enfants. Pour saisir ces questions-là, qui nous intéressent aujourd'hui, je vais essayer de faire court. J'ai réalisé en équipe 3 enquêtes successives qui ont comme particularité d'associer non seulement des collègues, des sociologues, démographes, et je salue Carole qui est dans la salle quelque part ici, un économiste dans l'enquête actuelle, mais aussi des associatifs, puisqu'on travaille de près avec Colline, qui est une association de développement dans le monde de la petite enfance, et avec Corrige, qui est une association lilloise elle aussi, on va dire rapidement, même si j'aime pas cette expression, de développement auprès de femmes qui ont plutôt un niveau de qualification bas et qui vont être touchées, par exemple, par les nouvelles politique de service à la personne. Une enquête dans les années 90 avec Jacqueline Heinen sur la comparaison des politiques de petite enfance entre Lille et Cologne, qui sont 2 villes jumelées, qui ont à certains égards les mêmes caractéristiques socio-démographiques, mais qui ont des politiques de petite enfance très différentes. Je n'en parlerai pas davantage. Une enquête avec Carole Bruget, qui est ici présente, Sylvie Cromer, Sandy Delforge, sur ce qui se passe à l'intérieur des crèches, qui a donné lieu à plusieurs chapitres de ce livre collectif. Et actuellement, on termine une enquête sur les assistantes maternelles comme métier un petit peu le cul entre 2 chaises, pour rester rapide, entre l'image de la mère et l'image de la professionnelle, et avec les injonctions fortes à ces professionnels-là d'être à la fois des mères et des professionnels, sans être ni tout à fait des mères, ni tout à fait des professionnels. Voilà. Donc, vous comprenez que mon intérêt pour les rapports sociaux de sexe dans la petite enfance entre par la porte des adultes. C'est d'abord et avant tout, historiquement en tout cas, chronologiquement et même encore actuellement, du côté des adultes que je vais regarder ces inégalités dans la petite enfance, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ça me semble essentiel. La petite enfance, et en particulier les crèches, mais aussi la famille, ne fonctionne que parce que les femmes acceptent de produire un surtravail dévalorisé, déconsidéré, etc., et dont la qualification est toujours mise sur le tapis. Et il me semblait aussi, et ça on essaie de le montrer dans nos rapports, que c'est quand même si les choses changent un tout petit peu, c'était pendant longtemps un point aveugle de la réflexion féministe sur le genre et les rapports sociaux de sexe. Nicole Mosconi a eu bien raison tout à l'heure de citer Simone de Beauvoir. Il y a eu d'autres précurseurs célèbres. Il y a eu, je pense, à Bellotti, du côté des petites filles. Je pense aussi en psychologie à Marie-Claude Hurtig, la psychologie différente des garçons et des filles. Et à chaque fois, on avait l'impression que des recherches allaient s'accrocher à ces avancées théoriques, mais ce n'était pas le cas. Voilà. Donc j'espère que maintenant, les trains sont partis. On a commencé ce travail sur la proposition d'un élu petite enfance du département dans lequel je travaille, et qui donc s'est rendu en Suède avec l'Observatoire des violences faites aux femmes, et donc a travaillé, est revenu avec cette idée à peu près précurseur de pouvoir travailler les inégalités de genre dans la petite enfance, à savoir qu'en Suède, les écoles sont préscolaires, accueillent les enfants à partir d'1 an, les parents des congés parentaux qu'ils partagent l'un et l'autre entre père et mère jusqu'à la première année, jusqu'à la fin de la première année, ce qui est évidemment une grande différence avec nos caractéristiques françaises. Donc à partir de là, en 2006, cet élu a proposé donc au département dans lequel je travaille la perspective de travailler d'une manière transversale entre la crèche, l'école, la bibliothèque et le... Je suis un petit peu émue. Et donc, voilà, de travailler ensemble sur ce thème. Donc, nous sommes entrés en 2006. En 2007, la crèche a fermé pour rénovation. L'équipe a commencé à travailler en petits groupes autour des notions de genre et à tenter de décrypter ce que voulait dire le genre, parce qu'en fait on n'en savait strictement rien. Quand on parle de genre en crèche, c'est un peu le loup qui rentre dans la bergerie, on ne savait pas du tout à quoi on faisait référence, et donc il a fallu beaucoup travailler en équipe, et en équipe transversale, en passant aussi bien par le cuisinier, la lingère,
que les auxiliaires, moi-même, voilà, les éducateurs de ma crèche, autour de cette question de mais qu'est-ce que c'est que le genre? Et on a mis 3 ans avant de pouvoir décrypter les notions même de genre à la crèche, ce qui n'est pas une évidence, parce que ce n'est pas naturel d'interroger ce concept dans les milieux de la petite enfance. Dans les milieux de la petite enfance, on a toujours, enfin, en tout cas pour notre équipe, et vous le disiez, on a tendance à penser qu'on est juste avec les enfants, de façon naturelle. C'est-à-dire que jusque-là, on avait vraiment le sentiment que vis-à-vis du garçon et vis-à-vis de la fille, on avait le même comportement, hein, que rien ne nous différenciait dans le comportement d'adulte à l'égard des uns ou à l'égard des autres. Et on s'est mis donc à observer, je ne sais pas si je ne rentre pas déjà dans la manière de faire, ça n'a pas d'importance, on s'est mis à observer, à d'abord tenter de décrypter les stéréotypes, d'abord de savoir ce que c'était que les stéréotypes, de les décrypter, aussi bien dans nos propos que dans nos attitudes, et pour ce faire, on s'est mis à filmer, à faire des petits films qu'on a analysés à l'égard du genre et des caractéristiques voilà, du genre. Donc pour les adultes, ça passe évidemment par les représentations, hein, ce qui est fondamental. On a travaillé autour de nos propres albums personnels, c'est-à-dire qu'on en a fait une question à chaque fois qui traverse et chacun et l'autre, et les femmes et les hommes, aussi bien dans nos structures, parce que c'est une question qui nous concerne tous et qui nous intéresse tous. Il faut savoir que c'est une question, on l'a remarqué autour des parents. J'entends dire que c'est pas acquis, etc. C'est vrai, mais c'est vraiment une question qui intéresse les jeunes couples. Ils sont particulièrement intéressés par le projet. Et quand on parle de ce projet à la crèche, c'est quelque chose qui fait que tous les parents viennent, aussi bien les femmes que les hommes. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Peut-être que pour renforcer justement la question de l'intérêt, c'est aussi, il me semble, parce que vous avez su mobiliser très tôt l'ensemble des acteurs, déjà en interne, voilà, puis après en direction des parents. Peut-être pour rendre les choses encore plus parlante, est-ce que vous pourriez nous décrire par exemple l'expérience vidéo que vous avez faite, parce que visiblement elle a eu un rôle moteur dans la mobilisation des personnels, hein, parce que vous le disiez, le genre c'était pas une question qu'on se posait avant. Par exemple l'atelier filmé d'initiation musicale, je pense que ça a permis aux unes et aux autres, aux uns et aux autres dans la crèche d'être partie prenante dans le projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler une seconde? Alors en fait, on a choisi avec les éducateurs et l'équipe de travailler autour de la musique parce que ça nous semblait moins connoté par le genre que les autres activités. Les activités sexistes, par exemple jouer à la poupée ou jouer au camion, etc. Et on s'est dit finalement la musique c'est parfait, on va pouvoir observer les enfants, que ce soit les garçons ou les filles. Et donc on a établi une grille, si vous permettez, je vais un petit peu... on a travaillé un petit peu de manière intuitive, hein, on n'est pas des professionnels hein, évidemment du genre, enfin des théoriciens du genre, hein, enfin on a été chercher ces questions-là un petit peu, voilà, donc on a cherché à savoir par exemple dans le groupe qui s'imposait, hein, qui initiait l'action en premier, qui demandait en premier à interagir. Avec comment les enfants se comportaient entre eux, qui échangent par exemple, est-ce que, évidemment toujours par rapport aux structures de genre, garçon ou fille, garçon et fille, qui échange sa place, qui laisse prendre sa place, qui prend l'objet des mains, qui bouscule pour prendre sa place, qui occupe une place libre, etc., etc., qui imite. L'imitation est fondamentale dans la question du genre. Les enfants imitent les adultes et s'imitent entre eux. Hein. Et on a remarqué aussi que les enfants imitaient les leaders, bien évidemment. Hein. On a recherché autour de l'attitude de l'enfant qui était empressé, qui était naturel, a priori naturel, timide, en retrait, qui était dans le refus, qui suivait les consignes, à qui on rappelait la règle. Je ne vous dis pas, je pense que vous allez vite deviner, qui demande l'aide de l'adulte, et pour l'adulte, qui montre à l'enfant, qui aide l'enfant, qui félicite l'enfant. Est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? Si c'est un homme, qui félicite-t-il le garçon ou la fille, etc. Qui répète la consigne et qui répète le cadre. Voilà. Donc, et qui utilise aussi l'instrument à d'autres fins. Voilà. On a travaillé donc autour de cet atelier musique pendant très longtemps. Ça fait la 4e voire 5e année qu'on a mis en place ce travail. Pas filmé au départ. Hein. Au départ, c'était par des observations écrites. Maintenant, on les filme. Et on a été extrêmement surpris. On a été presque blessés, je dirais, de voir à quel point, finalement, on n'était pas juste. Mais on n'en avait absolument pas comment dire... là, oui, on n'en avait pas conscience.
c'est pas c'est pas une faute qu'on porte en soi. C'est vraiment pris, on est vraiment pris dans ces représentations, dans cette manière de travailler avec les enfants, comme si c'était naturel. Et donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, les garçons occupaient la place, que les garçons retenaient le plus souvent l'attention de l'adulte, qu'ils étaient beaucoup plus moteurs, etc. Préciser peut-être, c'est des enfants de quelle tranche d'âge? À partir de la fin de la première année, jusqu'à 3 ans et demi. Donc, c'est très précoce. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que les filles s'imitent beaucoup entre elles, qu'elles se regroupent, qu'elles sont beaucoup plus attentives, enfin pas toutes, et pour les garçons d'eux-mêmes, on ne peut pas faire non plus, il y a des garçons très différents entre eux, mais quand même on a retrouvé ces aspects-là le plus souvent, et là on a été vraiment très 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 surpris, vraiment, et on a commencé à interroger sur nos propres manières de faire, c'est ce qu'on interroge le plus dans la crèche, et de partager, en tout cas de manière le plus souvent possible, avec les parents, ces questions-là, et de débattre autour du genre, ce qui est essentiel dans ce travail. De partager avec les parents nos propres questions et de la façon dont ça... Donc moi je suis à la fois praticienne et chercheuse aujourd'hui, et donc je me suis intéressée aux représentations de la place et du rôle de la mère que peuvent avoir encore aujourd'hui les professionnels à la petite enfance. C'est vraiment mon objet de travail. Alors j'ai eu tout un cheminement, effectivement, comme vous le dites. Alors moi je suis initialement une praticienne, une éducatrice dans le secteur de la petite enfance et du travail social, et qui a travaillé essentiellement dans des structures associatives, entre autres dans des crèches à participation parentale, dans les années 80. Je commençais dans les années 80. Et dans ces structures, moi je concevais ma fonction comme coordinatrice d'un collectif de la société civile, constitué de parents et de professionnels, donc parents, pères, mères, et aussi d'ailleurs la famille, des fois, parce qu'il y a des fois des grands-mères, des grands-pères qui peuvent être impliqués. Donc voilà, un collectif de la société civile constitué de parents et de professionnels qui avait comme objet d'accueillir des jeunes enfants en société, c'est-à-dire de constituer un berceau social, pour reprendre la belle expression de Sylviane Jampineau. Voilà, ça de la manière la plus qualitative possible, et dans le respect à la fois de la famille et du collectif. Je suis initialement une enfant des mouvements d'éducation populaire, donc j'étais baignée dans les collectifs militants très jeunes, et pour moi la crèche à participation parentale c'est ça. Alors vous voyez combien dans cette représentation que moi j'avais en tant que professionnelle, la mère n'était pas centrale. La mère avait une place parmi les autres dans ce groupe d'accueil finalement de l'enfant en société, mais elle n'était pas centrale. Elle pouvait aussi être citoyenne, femme, mère, travailleuse, ces éléments-là, comme les hommes. Comme les pères. Même si dans la réalité, les femmes en faisaient plus quand même. Les mères en faisaient plus. Ça, c'est la réalité aussi. Mais ça, c'est encore un autre chose. Enfin, c'est un lien, évidemment, mais bon. Voilà, donc, après une quinzaine d'années de pratique, quand même un peu plus, je crois, j'ai choisi de me déplacer du côté de la formation. Toujours dans un cadre associatif, le GRAP qui a été cité, là, qui favorisait l'esprit de recherche. Alors je pense, une question c'était comment il a surgi votre objet d'étude. Quand j'ai commencé à faire de la formation, j'ai aussi voulu faire de la recherche en même temps, c'est vraiment arrivé en même temps pour moi, les deux me semblaient liés. Et je pense que cet objet d'étude a surgi d'abord en lien avec un étonnement en fait. C'est-à-dire un choc éprouvé à l'écoute du discours premier et spontané des professionnels. J'ai commencé par faire de la formation avec des assistantes maternelles. Je pense que c'est aussi important quand on parle du champ de la petite enfance de ne pas parler que des crèches, parce que ça représente 20% des enfants accueillis 10% de tous les enfants de 0 à 3 ans, et 20% des enfants accueillis, et il ne faut pas oublier les 80% autres qui sont accueillis par d'autres professionnels que les crèches. Ce qui évidemment, ça ne veut pas dire que les crèches, ce n'est pas important, au contraire, mais il ne faut pas oublier ça, je crois que c'est très important. Vous allez voir dans la suite de nos propos. Voilà, donc ça a surgi avec un étonnement. Alors, d'abord avec des assistantes maternelles, un discours central, massif, souvent très jugeant et négatif, de ces professionnels sur les mères, toujours du côté de la carence et de la défaillance, c'est-à-dire en fait les mères n'en font jamais assez, c'est-à-dire les mères devraient faire plus, les mères devraient mieux s'occuper de leurs enfants et davantage, et qui en même temps, paradoxalement, faisaient de la mère finalement l'alpha et l'oméga de ses enfants. C'est-à-dire un enfant n'est jamais mieux qu'avec sa mère. Voilà. Et moi, qui étais sensible au manque de reconnaissance que subissaient ces professionnels, manque de reconnaissance sociale, que ce soit en termes de diplôme, de statut, d'argent, etc. Je voyais que ce discours, de fait, les délégitimait quant à leur fonction professionnelle,
parce que du coup, elles devenaient des sortes de sous-mères, puisqu'elles ne feraient jamais mieux que la mère, puisque c'est la mère qui est la personne qui devrait être là auprès des enfants. Elles étaient réduites à une pâle copie de la mère, finalement. Et en fait, elles ne récupéraient finalement une légitimité qu'en termes de jugement moral, ou même de substitution de mères qui refuseraient ou seraient incapables de répondre à cet idéal de mère. C'est-à-dire qu'en fait, les assistantes maternelles, à ce moment-là, se positionnaient en super-mère, on va dire. Ça rejoint ce que disait Geneviève Cresson tout à l'heure. Il y a des choses qu'elle a dites qui sont très proches de ce que je dis là. La difficulté pour les assistantes maternelles, justement, de se constituer une identité professionnelle, c'est-à-dire de se placer du côté de la société, de l'accueil en société, et pas du côté de la famille. Alors, dans les crèches, ce discours était moins dominant, et il l'est, on peut dire, de moins en moins. Il y a un autre discours émergent, dont je parlerai tout à l'heure, parce que là, je n'ai pas le temps de parler de tout. Mais ce discours, je dirais, se réveille. Cette représentation de la mère, un enfant n'est jamais mieux qu'avec sa mère, ou de la très forte responsabilité de la mère, se réveille, par exemple, face à une difficulté de l'enfant que l'institution n'arrive pas à contenir ou à accompagner. Vous voyez, s'il y a une difficulté, s'il y a un problème, il y a quand même la tendance de « ah oui, c'est parce que la mère ». Voilà. C'est parce que la mère ne s'en occupe pas assez, c'est parce que la mère n'est pas assez présente. C'est un discours, ce que j'appelle moi un discours dormant, un discours latent. Voilà. Et enfin, dans les crèches associatives, il y a quand même un discours et des pratiques plus instituantes. Et ça depuis le début, depuis le moment, dès les années 70, en fait, avant que ces crèches soient légalisées, ce discours et ces pratiques instituantes existent, mais elles sont très très minoritaires et elles n'ont pas beaucoup je dirais, d'espace pour se faire entendre. Voilà, alors voilà pourquoi j'ai choisi cet objet de recherche. Je voulais comprendre ce choc entre ce que moi j'avais perçu comme fonction, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était ma fonction en tant qu'éducatrice, et puis ce que je percevais des professionnels que je rencontrais. Voilà. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ? Chouïa. Voilà. Donc, je voulais comprendre, et puis la psychanalyse à laquelle je me référais beaucoup pour comprendre le psychisme des tout-petits ne me semblait pas du tout suffisante pour répondre à cette question. Donc il fallait l'aborder sous plusieurs angles, historiques, sociologiques, institutionnels. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. Et puis une dernière chose, c'est que mon souci, c'est toujours mon souci d'ailleurs, c'était de lutter contre la tendance de faire porter à des individus, et surtout aux professionnels les moins formés, les moins valorisés, au statut le plus précaire, qui constitue 80% des professionnels de ce secteur, la responsabilité de ces représentations-là. C'est aussi pour ça que j'ai remonté la filière de ces représentations du bas vers le haut, des sphères les plus dominées vers les sphères du savoir et du pouvoir. Je voudrais un peu situer le contexte. En 2001, à Paris, nous venons juste d'arriver à la mairie de Paris et on prend la suite après l'équipe Tibéri. Donc le constat, d'abord, un énorme manque de places en crèche, ce qui pénalise bien évidemment les femmes, leur autonomie financière, vous connaissez tout ça. Et je dois dire que de ce point de vue-là, je crois qu'on peut rendre hommage à la municipalité parisienne qui a fait bouger les choses. Ouverture de 8000 places en crèche sur une mandature, c'est quand même pas rien. Pour autant, en ce qui concerne les mairies d'arrondissement, rien n'avait changé, c'est-à-dire en ce qui concerne notre sujet. Vous savez, à Paris, il y a une mairie centrale à l'hôtel de ville, et puis il y a des mairies d'arrondissement. Et il se trouve que sur les mairies d'arrondissement, 20 arrondissements, 18 délégations aux chargés de la petite enfance, 18 délégations portées par des femmes sur 20 arrondissements. D'accord ? Donc, dans la tête, voilà. On ouvrait des places, mais la question du genre n'était pas vraiment à l'ordre du jour, on va dire. Je peux vous... Par contre, par exemple, pour une thématique comme l'urbanisme, la délégation d'urbanisme, c'était carrément l'inverse. Alors même que la délégation de la petite enfance, si vous me le permettez, draine un budget qui peut être peut-être pas aussi gros que celui de l'urbanisme, mais... C'était énorme. Je vais en parler après, si tu veux bien. Pas de problème. En début de mandature, peut-être un mois après l'élection, nous avions alors Olga Trosianski, qui était adjointe à Bertrand Delanoë, chargée de la famille et de la petite enfance. Elle réunit les élus chargés de la petite enfance dans les arrondissements.
et donc les élus de la majorité, c'est-à-dire élus PC, PS et les Verts. Et là, la réunion n'avait pas commencé, qu'on a commencé, nous, à s'embrouiller tous ensemble en se disant « on t'appelle comment, Madame la maire, Madame le maire ?» Et ça a été, je veux dire, on était passionnés, complètement passionnés sur ce sujet, c'était assez étonnant. Et je dois dire que le résultat, c'était pas terrible, puisque les trois quarts des élus disaient moi je préfère être appelée Madame le maire. Et c'est-à-dire qu'elles ne voulaient pas être dévalorisées. Je veux dire, elles avaient carrément intégré cette notion de dévalorisation de la thématique et d'elles-mêmes en fait. Voilà, par rapport à ce sujet. Et pourtant, comme tu l'as dit, Amandine, voilà, le budget de la petite enfance en termes de construction de crèches a été énorme. Et c'était donc une thématique importante en termes budgétaires, mais une thématique dévalorisée en termes, je ne sais pas, de sociétal ou voilà. Par rapport à moi-même, je l'ai vécu. Je suis convaincue que le maire de mon arrondissement m'a attribué à moi, élu écologiste, alors que lui, il était socialiste, cette thématique parce qu'il pensait qu'elle n'était pas importante. Voilà. Et avant, il m'avait proposé les affaires sociales que j'avais refusées pour des raisons politiques. Mais bon. Donc, autre question qui se pose, c'est nous avons sur Paris un service qui s'appelle la DFPE, Direction de la famille et de la petite enfance, qui est chargé de mettre en œuvre la politique de la municipalité. Mais le problème, c'est que c'est un peu un État dans l'État, et dont les salariés avaient été nommés sous la précédente mandature. Donc un service plutôt enclin à faire de la résistance au changement de couleur politique de la municipalité et pas spécialement ouvert aux questions de genre. Donc un service peu habitué à ce que les élus se mêlent de leur travail et peu habitué, et des élus envisageant leur fonction sous l'angle. C'est-à-dire qu'avant, la fonction de l'élu, c'était l'attribution des places en crèche avec une forte connotation électoraliste, on va dire. La tournée dans les crèches, à Noël, des inaugurations éventuelles. Bon, je caricature un peu, mais pas tant que ça. Voilà. Alors, on a deux types de crèches, deux types d'établissements pour la petite enfance. Il y en a des municipales ou publiques, on va dire, et puis il y en a des associatives. Alors, les crèches associatives étaient dans des difficultés terrifiantes sur Paris, d'énormes difficultés de gestion, de financement. Et ces crèches associatives relevaient souvent d'associations dont l'histoire est liée à une tradition chrétienne sociale. Donc, je ne vous explique pas l'image de la maman. Avec une exception quand même pour les crèches associatives, les crèches parentales. Ça, c'est vraiment une exception. Sauf que, les crèches parentales sont malgré tout très marginales en termes de nombre d'enfants accueillis. La place des parents dans les crèches, à l'époque, complètement inexistante. Et je voudrais rappeler aussi qu'à Paris, on avait, et je crois qu'on a encore quelque chose comme 30% de familles monoparentales. Le personnel des crèches, donc personnel essentiellement féminin, peu sensibilisé par l'institution et la formation initiale ou continue aux questions d'égalité entre les sexes. Pour conclure, une délégation dévalorisée par la société, par le personnel politique en général, et dont la dévalorisation était intériorisée par la plupart des élus en charge de cette délégation. Des services et des professionnels pas ou peu sensibilisés ni formés aux questions d'égalité filles-garçons, peu de place pour les parents dans les crèches, si ce n'est dans les crèches parentales, et en gros, et a priori, genre et crèche était un non-sujet en 2001, et j'ai le sentiment que ça n'a pas beaucoup changé. Je vais me tourner vers Marie-Françoise Bellamy.
en réponse au constat des difficultés de départ qui est fait par Arlette Zilber, et sans dire que votre parcours n'a pas été lui aussi semé d'embûches, vous allez nous le dire, pouvez-vous nous expliquer par quoi cela s'est traduit dans la vie de la crèche, le fait de travailler sur cette question? Les objectifs, c'était d'impliquer en même temps, vous l'avez compris, les parents en même temps que le personnel, pour qu'il n'y ait pas de décalage important et que ce soit bien, compris par l'ensemble des adultes. Parce qu'en fait, la question, c'est les adultes face aux enfants. Nous avons impliqué les parents, mon adjointe et moi, et les éducateurs, les auxiliaires, mais surtout pour nous, dès l'inscription. Au moment dès l'inscription, on parle aux parents donc de ce projet de démarche égalitaire à la crèche. C'est déjà abordé d'emblée. Et même si les parents sont préoccupés, par des choses un petit peu plus importantes que cette question-là, ils sont vite, ils adhèrent très très vite à ces questions-là, parce que ce sont des questions d'ordre courant. Ce qui se passe dans la vie des parents. Moi, j'invite toujours les parents à venir en couple. C'est déjà un préalable. D'une part parce que j'ai j'avais une fonction de conseillère conjugale. Il me semblait que dans la configuration des familles, il était très important de solliciter les deux parents. Parce que très souvent dans le milieu crèche, on ne sollicite que la mère et on ne parle la plupart du temps des questions de l'enfant qu'à la mère en particulier et relativement peu au père. Donc c'est une question qu'il a fallu aborder évidemment dans le cadre de cette crèche. Lors des réunions de parents, un temps très très important est réservé à la question du genre. Et nous avons élaboré donc en même temps un questionnaire pour les papas de la crèche et un questionnaire pour les mamans de la crèche de la crèche où je travaille. Ce questionnaire est anonyme. Donc on essaye quand même de repérer les couples par des petits signes que nous pouvons décrypter ensuite. Et donc nous avons travaillé. Non, mais sans nommer, sans réellement anonyme, mais on arrive à retrouver le couple dans cette histoire. Pas plus, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, on s'intéresse donc à la question du sexe de l'enfant, féminin, masculin, de quelle est la place de l'enfant dans la famille. Est-ce que la mère a pris, par exemple, un congé parental, de quelle manière travaillent les parents, si c'est à temps partiel ou à temps complet, si les parents ont une voiture, si oui, qui conduit la voiture, qui s'occupe de l'itinéraire, etc., qui emmène la voiture au garage, qui nettoie la voiture, qui fait la comptabilité, par exemple, qui bricole, qui jardine, qui sort les poubelles, qui décide du programme télévisé, qui s'occupe des tâches ménagères, qui cuisine. Voilà. Ensuite, on est passé sur la question des enfants quand ils sont un petit peu plus grands. Est-ce que vous sollicitez, par exemple, les enfants pour les tâches quotidiennes? Et si oui, plutôt ou les filles ou les garçons. Donc là, pareil, est-ce que vous regardiez, parce qu'il n'existe plus donc Super Nanny, qui donnait donc une manière de faire un peu... quels sont les types de revues que les parents lisent, soit des revues de petite enfance ou féminines, sportives ou de décoration? Et est-ce que les parents répondaient volontiers ou est-ce que vous avez dû batailler pour avoir des réponses? Alors, pour répondre à la question, oui, je ne vais peut-être pas décrire tout ça, on a quand même beaucoup travaillé aussi autour de la question du sexe. Comment le parent avait... comment les parents, le père et la mère, ont compris la question de filles ou garçons, qu'est-ce que ça leur a fait, qu'est-ce qu'ils ont pu avoir comme projection en tant que parents à l'égard du sexe de l'enfant. La question, excuse-moi Amandine, c'est... Est-ce qu'ils répondaient volontiers ou est-ce qu'il Oui, alors les réponses, on les a eues à 70%, mais plutôt à 50% du côté des femmes. Enfin, non. À 50%, ça y est, j'ai confondu, je n'ai pas ramené le résultat. On a eu le plus de réponses ont été du côté des femmes, 70%. Et les réponses qui ont été données, c'est que les hommes ont l'intention ou ont le sentiment, en tout cas, c'est ce qu'on a en tous les cas repéré, qu'ils sont effectivement présents, actifs, etc. À l'égard des rôles, en tout cas ce qui concerne les tâches. Et les femmes disent, ils ont l'intention, mais c'est nous qui faisons. Bon, le but étant, à travers ces petits questionnaires, c'était, en tout cas, l'objectif était de lancer le débat.
Et c'est lancer le débat qui est important du côté des adultes, parce qu'en fait, quand nous faisons une réunion de parents, nous avons autant d'hommes que de femmes qui viennent à ces réunions. Nous avons énormément de mères et aussi énormément de pères qui accompagnent et qui viennent chercher l'enfant à la crèche. Et quand les parents sont en confiance, au fond, de débattre de ces questions, c'est très rigolo parce qu'en fait, on a les mères d'un côté, les pères de l'autre. Évidemment, ce ne sont pas forcément les conjoints, puisqu'il y a toujours un des deux conjoints qui garde l'enfant. Et donc, le débat se situe entre les hommes et les femmes. C'est fondamental. Et du coup, ça leur permet d'aborder finalement de manière assez tranquille des questions qu'on n'aborde pas d'habitude. J'ai analysé 3 types de discours. C'est-à-dire, je ne me suis pas arrêtée au discours des professionnels de la petite enfance. J'ai analysé des discours de professionnels de crèche et d'assistantes maternelles. Mais j'ai aussi analysé des conférences tenues par des intervenantes dans un séminaire petite enfance référé à la psychanalyse. Donc là, on est du côté du savoir, des experts, entre guillemets. Et ensuite, j'ai analysé un projet et son évaluation écrit. Donc là, c'est des écrits que j'ai analysés. Un projet et son évaluation écrit par la PMI d'un conseil général concernant l'accueil d'enfants en difficulté sociale et familiale dans des crèches et halter-garderies ordinaires. Donc il s'agit toujours des crèches et des halter-garderies, mais d'un dispositif particulier d'accueil d'enfants et de familles en difficulté sociale et familiale. Voilà. Donc là, on est plutôt des côtés entre discours politico-administratifs. Donc là, on est plutôt dans les sphères du pouvoir, c'est le conseil général, mais aussi évaluation par les praticiennes médico-sociales elles-mêmes de leur dispositif. Vous voyez, dans les écrits, il y avait ces 2 choses-là. Voilà, alors ce que mes résultats disent, à la lumière de l'analyse de ces différents discours, c'est que la représentation que j'ai appelée princeps, c'est-à-dire un enfant n'est jamais mieux qu'avec sa mère, qu'on peut retourner en une mère n'est jamais mieux qu'avec son enfant, vous entendez bien, vous voyez, quand vous la retournez, mais c'est intéressant parce que quand on la retourne et qu'on la dit à des professionnels, du coup ils n'entendent pas pareil. Non mais c'est intéressant parce qu'il faut savoir que les professionnels ils sont centrés sur l'enfant, donc il y a quelque chose d'un déplacement à opérer avec elle là aussi. Voilà, donc que cette représentation reste dominante, je ne dirais pas très dominante, mais elle reste dominante, parfois de manière explicite, parfois non, ce qui fait qu'elle n'apparaît qu'à la lumière d'une exploration poussée des discours qui sont tenus, donc dormants, comme je disais, mais qui n'apparaissent que si on les analyse plus finement. Donc des discours qui sont tenus soit dans le feu de l'action, par des praticiennes, soit des discours beaucoup plus élaborés, construits par des acteurs qui se réclament d'un savoir, psychanalytique ou médico-social, et enfin, des acteurs qui se réclament d'une mission médico-sociale, comme un conseil général. Voilà. Alors, ce qui m'a conduit à interpréter la représentation princeps comme un discours social, ou comme un ordre sexué, disait Nicole tout à l'heure, je pense que le terme me semble juste aussi, c'est-à-dire organisateur au sens politique de pratiques sociales qui constituent un frein à la fois à un meilleur accueil du jeune enfant en société, bon là on rejoint des choses qui ont déjà été dites, à l'émancipation des femmes par le travail, et aussi, quelque chose auquel je tiens beaucoup de nouveau, au simple maintien de conditions de vie sociale acceptables pour les femmes mères les plus pauvres. Parce que s'il y a des personnes qui sont le plus touchées par cette représentation d'une mère qui devrait être hyper responsable de ses enfants au sein de la famille, ce sont les femmes les plus pauvres. Pour ces dernières, l'interprétation de leurs difficultés éducatives comme des carences de présence auprès de leurs enfants m'apparaissent comme des contresens complets. Pour la plupart, elles-mêmes et leurs enfants souffrent au contraire d'un enfermement dans la famille, d'un isolement allant jusqu'à la désaffiliation sociale. Bon, alors, cette représentation reste dominante, mais il existe une autre représentation instituante qui est aussi présente dans les institutions et qui se traduit plus par des pratiques que par un discours. Alors, c'est frappant dans le dispositif PMI, où les professionnels, au moment où ils évaluent leur dispositif, elles se rendent compte que le fait que des familles puissent accéder à des lieux d'accueil ordinaires pour y mettre leurs enfants comme n'importe quel autre citoyen, ça produit des effets, c'est-à-dire que les enfants vont mieux, les parents vont mieux. Eh bien, au niveau du discours, ces professionnels vont interpréter ça comme « on a aidé la mère à être une meilleure mère », on l'a aidé à la réparer. Oui, vous voyez, au niveau du discours. Mais la pratique, elle, produit des effets et les professionnels, intuitivement, sentent qu'il faut continuer à faire ça. Bon, il y a très peu de moyens aussi, pour que, vu le nombre de crèches, etc. La question, c'est que pour pouvoir accueillir toutes les familles, et justement les familles qui n'en bénéficient en général pas, on est franchement très très loin du compte.
Mais vous voyez, ces professionnels, intuitivement, sentent ou savent quelque chose, et elles ont des pratiques qui sont innovantes, mais le discours dont elles se réclament, lui, est problématique, il est questionnant. Hein. Et ça, il me semble que c'est important aussi de dire que parfois, les professionnels sont plus innovantes dans leur pratique que dans leur discours. Voilà. Et que c'est important aussi qu'elles soient innovantes dans leur pratique, hein, pas seulement dans leur discours. Voilà, donc j'ai fini. Si je veux encore un petit peu. Chouïa, voilà. Donc il y a bien une lutte de représentation au cœur des institutions, hein, sachant qu'évidemment il y a une représentation qui est dominante et l'autre qui est dominée. Voilà, on va dire comme ça. Je pense qu'il n'est pas possible de séparer deux questions, l'inégalité des petits garçons et des petites filles dans la petite enfance et la spécialisation des femmes dans les soins à la petite enfance. Et ce qu'ont dit les personnes qui ont parlé avant moi va aussi dans ce sens-là. Hein. C'est vraiment deux phases, la même réalité, à voir ensemble, en tenant compte aussi d'une dimension sociale, d'une dimension ethnique, etc. Par exemple, moi, j'avais travaillé un moment sur ce qu'on appelle les personnes en contact direct avec les jeunes enfants dans les crèches. Ce sont les personnes les moins formées, les moins qualifiées, entre guillemets, enfin qui ont fait le moins d'études, le moins de diplômes, etc., qui passent le plus de temps avec les jeunes enfants. Les auxiliaires, les EJE, etc., passent des moments très ponctuels, alors qui peuvent être un peu plus longs, mais avec les jeunes enfants, alors que la vie quotidienne, elle est assurée surtout par les femmes les moins qualifiées. Donc, on ne peut pas séparer ces deux questions-là. De même qu'on ne peut pas séparer, et je suis très contente de ce qui a été dit avant moi, ce qui se passe dans la famille et ce qui se passe dans les crèches ou avec les assistantes maternelles, même si ces deux acteurs, hein, crèche et famille, renvoient à l'autre la responsabilité du problème. Hein, y compris, alors ça c'est une expérience pour ceux qui font de la formation que je vous invite à faire, y compris quand on a en face de soi un groupe de professionnels. On fait un tour de table d'abord sur en tant que professionnel, que pensez-vous des parents, et un deuxième tour de table en tant que parent, que pensez-vous des professionnels qui s'occupent de vos enfants, et vous allez voir qu'en changeant de casquette, on change de discours. C'est absolument fascinant. J'y croyais pas, j'ai essayé, ça marche, je vous le conseille. Hein. Donc, ces deux acteurs renvoient à l'autre la responsabilité du problème, hein, avec au moins deux points communs. Si petits, ça compte pas. Hein, et là, je pense qu'une certaine forme de vulgarisation psychologique et surtout psychanalytique a fait énormément de problèmes, de défauts, de dégâts. Hein, où on a expliqué en long en large dans la formation des professionnels à petite enfance en place actuellement que tout ça, en fait, ça se passe après. Hein, et dans la petite enfance, ça ne se passe pas vraiment. Et nous, on a fait des interviews assez approfondies avec les formateurs de la petite enfance. Et dès qu'on disait le thème précis sur lequel on travaillait, on demandait en entretien sur pouvez-vous nous parler de la formation, etc. Et dès qu'on arrivait à la question des petites filles, petits garçons, c'était vraiment, je pense qu'ils n'auraient pas accepté l'entretien parce que c'était vraiment quelque chose, c'est pas la chose la plus intéressante et c'était pas la chose la plus importante. Les choses viennent plus tard, hein, après 18 mois ou après 2 ans ou à l'école, etc. Là, on fait des différences. Mais nous, à la crèche, on n'en fait pas. Hein. Autre point commun sur lequel il faut, je crois, réfléchir en profondeur, c'est que dans l'idéologie professionnelle, on va dire rapidement, mais aussi dans la tête des parents, cet enfant-là, il est unique. Hein. Et puisqu'il est unique, s'intéresser prioritairement à son sexe ou à son genre, alors à son sexe, c'est un petit peu indécent. Hein. À quoi pensent les sociologues, madame, quand ils posent des questions sur le sexe des bébés? C'est au pire indécent, au mieux suspect ou déplacé. Hein. Pour la petite histoire, je peux vous raconter que, par exemple, dans une crèche où je faisais des entretiens, on me parle de la découverte du corps, alors très intéressant, donc je demande des détails, etc. Et on me montre les affiches avec lesquelles on va travailler. La seule différence entre le petit garçon et la petite fille, qui sont presque nus tous les deux, c'est qu'elle a une petite culotte rose et lui, il a une petite culotte bleue. Hein, et alors, je demande à la dame, et comment vous allez nommer le sexe? Ah, mais non, on va parler du corps. Voilà. Un autre point qui est important entre la famille et la crèche, c'est la transmission par l'exemple. Quels que soient vos discours, vous n'empêcherez pas que ce jeune enfant de 18 mois, il est pris en charge par des femmes, massivement par des femmes. Alors, bien sûr, il y a des papas qui amènent les enfants à la crèche, mais pas tant que ça.
Hein. Si on compte sérieusement, on voit que c'est pas la moitié. Il y a des pères qui viennent faire des permanences dans les crèches parentales, mais pas tant que ça. Hein. Ils sont pas tout à fait le tiers dans les crèches parentales que j'ai observé moi, alors que le discours c'était un partage moitié-moitié. Donc les enfants apprennent sans mots très rapidement que les petits-enfants c'est une histoire de femmes, que les soins aux enfants c'est une histoire de femmes. Et alors après vous pouvez dire ce que vous voulez, l'exemple est quand même important. Et à ce moment-là, on peut se poser la question, par exemple, les psychologues nous parlent sans arrêt des jeux d'imitation, que seraient les jeux à la poupée, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour un petit garçon de jouer à la poupée comme jeu d'imitation s'il ne voit autour de lui que des femmes s'occuper des enfants, hein. Et alors, les jeux libres, on n'en parle pas, si on en parlera, mais peut-être tout à l'heure, hein. Je voudrais souligner aussi l'importance de la littérature que lisent les professionnels en formation. Hein. Dans notre équipe, il y a Sandy Delforge notamment, qui a travaillé sur ce que lisaient les étudiants dans l'école de JE de la région Nord-Pas-de-Calais et qui a fait une analyse approfondie des représentations du père et de la mère, hein, dans ces revues et dans ces livres. Et on trouve des choses extrêmement stéréotypées, hein, et probablement plus dures encore que ce que Marie-Dominique a évoqué tout à l'heure. De même, hein, Carole qui est ici et Sylvie Cromer ont fait une enquête sur la littérature à destination des jeunes enfants et on s'aperçoit que au volant d'un tracteur, devinez qui y est, et avec un tablier pour faire la vaisselle, devinez qui on trouve. Hein. Donc les stéréotypes sont hyper présents dans l'iconographie, hein, dans les livres, etc., etc. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que bien évidemment, on ne va pas trouver des choses énormes. Hein. On ne va plus trouver peut-être des affirmations du type 18e ou 17e siècle, mais on va trouver toute une série de petites tâches successives qui, en se cumulant comme une petite goutte d'eau, hein, qui tombe toujours au même endroit, qui va redire les choses. Et dans le livre, on essaye d'expliquer, par exemple, pourquoi c'est difficile aussi l'observation, surtout que nous, on n'a pas pris de vidéo, donc c'était un petit peu compliqué méthodologiquement, en étudiant quelques séquences. Hein. Par exemple, une séquence où une petite fille se fait pousser de sa place successivement par 3 garçons différents, mais elle pleure pas, donc les éducatrices n'interviennent pas. Par contre, quand les garçons se disputent bruyamment, les éducatrices vont intervenir, toujours dans la même séquence. Hein. Et puis ensuite, juste dans la même séquence, il y a une activité lecture. Hein. Les petits garçons se poussent au premier rang, donc c'est à eux qu'on pose des questions. Qu'est-ce qu'il a dans sa bouche, le petit chien? Et les petites filles qui sont sages derrière, on les stimule moins, on s'occupe pas d'elles, etc. On a observé aussi des séquences de peinture, par exemple, hein, où, puisque les petites filles sont plus sages, on ne va pas leur demander à elles, c'est quoi ta préférence? On s'occupe d'elles dans un deuxième temps, etc., etc. Hein. Donc on ne les néglige pas, hein, je ne parle pas de négligence, mais par toute une série de petites actions répétées, de petites touches successives, comme la goutte d'eau, mais ça j'ai déjà dit. Hein. Mais bien évidemment, l'interprétation et l'observation est difficile. Hein. Il faudrait à chaque fois, et je serais très intéressée d'aller travailler avec vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je vous le dis officiellement, voir comment vous interprétez et vous mettez ensemble chacune des choses que vous observez. C'est beaucoup plus difficile d'observer en crèche que d'observer en classe, puisqu'il n'y a pas un moment où le prof parle et enseigne des choses précises, mais il y a toute une vie pas tout à fait spontanée, mais moins cadrée quand même que dans une classe. Et donc l'observation, hein, il y a des choses beaucoup plus flexibles, beaucoup plus variables. L'intérêt des vidéos est important. Moi, j'aimerais bien pouvoir travailler avec des vidéos, avec 2 limites. Il n'est possible de travailler avec des vidéos que si tout le monde est volontaire, et ça, je vous l'avais bien dit. Donc, je ne vois pas comment on pourrait généraliser ça aux crèches, et surtout à celles qui m'intéressent le plus, où je soupçonne que les choses ne se passent pas très bien. Et il y a aussi le droit à l'image de l'enfant avec les parents, donc ça pose beaucoup de questions. Ce qu'on peut souligner dans les crèches, c'est l'importance du travail sur les apparences, qui n'est pas simplement le travail des parents, mais qui est aussi le travail sur les apparences par les personnels qui sont là. Hein. La façon dont on parle, par exemple, des cheveux des petits garçons, des petites filles, la façon dont on aime bien tripoter les petites filles, leur faire des palmiers, leur faire des... Tripoter, c'est pas un beau mot, je le retire.
Parce que non, mais c'est connoté péjorativement, ça m'a échappé, excusez-moi. Dont on aime bien coiffer les petites filles, leur faire des palmiers, etc. Et suggérer à la maman du petit garçon que peut-être on pourrait lui couper les cheveux parce qu'il commence à pousser, lui, ses cheveux. Hein. Et on peut voir aussi, alors là, on est à mi-chemin entre la crèche et la famille. Le type d'habit des enfants, c'est sciant, je veux dire, et ça c'est nouveau. Hein, faut pas croire que ça a toujours existé. Autrefois, il y avait des habits relativement unisexes. Hein. Si moi je retrouve dans le grenier de ma grand-mère les photos de mes oncles quand ils avaient 5 ans, par exemple, ils ont des robes, ils ont des cheveux longs, etc. Moi j'ai eu des enfants dans les années 70, on avait une layette relativement unisexe. Maintenant, vous savez le sexe de l'enfant en recevant le faire-part de naissance, rien que par le timbre. Hein. C'est dramatique et tout est fait pour que vous ne puissiez plus utiliser la grenouillère du premier pour le second, hein, parce que elle a des petits cœurs roses et que quand même on va pas mettre un garçon, etc. Bon, on parle beaucoup aux petites filles ou des petites filles en termes de plaire, hein, et on parle beaucoup des petits garçons et aux petits garçons en termes de, allez, on va dire gentiment, performance physique. Hein. Par exemple, il y a une préoccupation forte pour les capacités gymnastiques, hein, je ne sais pas comment on les nomme ici, dans des petits garçons, oui, moteur, motrice. Hein. Et une petite fille qui ne réussit pas bien à marcher sur le banc, etc., c'est pas dramatique, elle apprendra. Mais un petit garçon qui n'a pas des bonnes performances, on va avoir un vrai souci pour lui, parce qu'un petit garçon devrait, etc., etc. Fort marquage par les habits, hein, ça je l'ai déjà dit, y compris nous on a observé par exemple des moments de fête, hein, comme le carnaval qui est une fête très populaire dans la région Nord-Pas-de-Calais, et la façon dont les adultes endiguent le choix des enfants. Par exemple, si les petits garçons veulent se déguiser en princesse, il n'en est pas question. Hein, alors que chez nous, l'inversion du genre dans les habits des marins de Dunkerque qui se déguisent en femmes, en matrones, etc., c'est admis et c'est très drôle. Mais pour les petits enfants, on a l'impression que puisque l'identité sexuelle n'est pas encore bien établie, on ne va pas jouer avec ça, c'est important qu'ils apprennent pour des raisons dont on discutera tout à l'heure. Hein. Dans l'ensemble, hein, les stéréotypes sont, me semble-t-il, plus pesants pour les garçons que pour les filles. Hein. Comme vous l'avez dit, certains dans la salle, aussi à l'âge plus grand, hein, on accepte un petit peu mieux, alors quelle expression horrible, un garçon manqué, j'ai mis les guillemets, hein, qu'un garçon qui serait un peu fillette ou un peu efféminé. Hein. Et une des préoccupations, par exemple, de certains papas, parce que, deuxième chose, les pères sont aussi beaucoup plus soucieux, hein, dans ce qu'on a pu voir dans les crèches, etc., de ne pas laisser leurs petits garçons se féminiser que l'inverse. Hein. Et par exemple, on observe des choses qu'on n'avait pas prévues, des papas éloignant leurs petits garçons du coin poupée en disant mais non, laisse, ça c'est des jeux de filles. Hein. Et donc on a ce double renforcement. Les garçons sont davantage canalisés vers des stéréotypes masculins que les filles ne le sont vers des stéréotypes féminins, mais de toute façon elles ont des stéréotypes féminins sous les yeux toute la journée, donc le travail est fait. Hein. On peut le dire comme ça. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que le genre est partout, mais il n'est pas forcément pensé. Il n'est pas pensé, c'est-à-dire que nous, on est entrés dans les crèches en disant qu'on travaillait sur la socialisation des enfants. Et une fois qu'on a fini, et c'est pas faux, je suis désolée, c'est pas faux. Et une fois qu'on a fini de parler de socialisation en général, quand on parle de socialisation sexuée, c'est pas un sujet intéressant. Hein, et bon, par exemple, moi, je terminerai sur ça, une directrice de crèche qui m'a dit, mais moi, je ne fais pas de différence, madame. Et derrière elle, il y avait un panneau, hein, où les noms des petits garçons étaient en bleu et les noms des petites filles sur des étiquettes roses. Et je lui dis, mais comment vous faites pour pas faire de différence si... Ah, je n'avais jamais remarqué. Et je suis sûre qu'elle était sincère. Quand je dis ça, je ne me moque pas d'elle. Hein. C'est-à-dire que c'est tellement spontané qu'on n'y pense pas. C'est plutôt un non-sujet dans les crèches. Notre questionnement, en tout cas, les pistes pour avancer sont de plusieurs ordres. Alors, bon, le minimum, c'est d'abord une volonté des élus chargés de la petite enfance. Évidemment, c'est mieux si ce sont des féministes convaincus et volontaristes. Comment ? Ça peut être un critère. Et qui sont d'accord pour s'impliquer, pour convaincre les personnels.
Parce que là aussi, je veux dire, s'il y a une volonté politique, mais que les personnels ne marchent pas avec les politiques, on s'en sort pas, on n'arrive pas à avancer. Hein. Ça, c'est la première chose. Et je vais vous donner quelques exemples concrets de ce qui peut se faire. Personnellement, moi j'avais une longue pratique militante associative à la FCPE, aux parents d'élèves, et aussi de par mon parcours professionnel sur la pédagogie. Et j'ai toujours pensé que la présence des parents pouvait faire bouger la pédagogie dans les crèches. Je passe sur les détails, mais on va dire que j'ai été pilote et mon arrondissement expérimental pour monter les premiers conseils de crèche. Des conseils participant au projet social des crèches. Alors ces conseils étaient composés de parents élus et de représentants du personnel. Ça paraît tout simple, mais il m'a fallu un nombre incroyable de réunions pour faire accepter le projet au personnel des crèches, et notamment en direction, et essayer de leur prouver que si c'était une petite révolution et leur demandait un travail inhabituel, tout le monde s'y retrouverait et que ça ne pouvait qu'améliorer les relations personnel-parent et donc avoir des conséquences sur les enfants. Un détail, mais pour vous dire jusqu'où il faut aller tout vérifier, tout remettre en cause, on va dire, pour l'élection des parents à ces conseils, sur le bulletin de vote, j'avais fait 2 collèges, un collège homme et un collège femme, avec obligation de parité de résultats, on va dire. Pour cette histoire de conseil de parents et de conseil de crèche, j'ai mis 2 ans à convaincre la mairie centrale du bien fondé de ces conseils, puis 1 an à les mettre en place, avec un nombre incroyable de réunions avec les personnels des crèches. J'ai participé à ces conseils et j'ai relevé pendant les réunions que les paroles des pères avaient parfois plus de poids sur le personnel que les paroles des mères. Bon, c'est pas une caractéristique des crèches. Bien. Autre problématique qui demande une politique volontariste de la part des élus, la formation initiale et continue des professionnels. Alors ça, c'est un truc énorme, quoi. Pour commencer, je rappelle qu'il y a différentes catégories de personnel dans les crèches, les auxiliaires de puériculture, les éducatrices jeunes enfants, les directrices, les lingères, les cuisinières, les directrices, j'en ai parlé, les adjointes, bon. Chaque catégorie a une formation spécifique qui dépend d'organismes qui ne sont pas tous des établissements publics. Donc difficile aussi d'avoir prise sur le contenu des formations initiales. Et si on a des diplômes d'État, le contenu des formations échappe aux municipalités le plus souvent. C'est donc sur la formation continue, organisée par la DFPE, la Direction de la Famille et de la Petite Enfance, que, en tout cas à Paris, on a peut-être les moyens d'intervenir, mais les stages de formation continue offerts par la municipalité sont sur la base du volontariat. Et j'ai peur que lorsqu'il faudra choisir entre une formation sur les enfants qui mordent et une formation sur l'égalité entre filles et garçons, j'ai peur que les professionnels ne choisissent le premier module. Voilà. Donc la solution est donc, en tout cas pour Paris, je ne veux pas m'avancer ailleurs, que les mairies d'arrondissement acceptent de payer sur leur budget d'arrondissement ce type de formation. Cette piste dépend donc de la capacité de l'élu d'arrondissement à convaincre le ou la maire d'arrondissement de lui dédier un budget sur la question. Mais il faudra aussi convaincre les directions des crèches d'aménager les emplois du temps des personnels pour leur permettre de venir participer à ces formations. Donc vous voyez, à chaque échelon, il y a un travail à faire de conviction, d'explication et je dirais même de négociation. Pour ce qui concerne les jouets et les livres antisexistes, on pourrait se dire que c'est plus simple. Or, si les directions des établissements choisissent leur matériel pédagogique, ces matériels dépendent des marchés publics passés par la municipalité.
pour ce qui est des crèches municipales, bien entendu. Or, je n'ai pas souvenir que les listes publiées par une association, par exemple comme Xité, qui a pas mal travaillé sur cette problématique, j'ai pas souvenir que ces listes aient été intégrées dans les marchés publics, donc les directions des crèches n'y ont pas vraiment accès. Quant aux crèches associatives, les directrices ont, on va dire, plus de possibilités. Il n'y a pas de marché, donc elles peuvent choisir ce qu'elles veulent, en gros, comme commande. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toutes sensibilisées à notre questionnement, et elles choisissent elles choisissent leurs achats, et je dois dire que les stéréotypes véhiculés sur le genre, comme tu l'as si bien dit, sont bien présents encore aujourd'hui dans les livres, dans les crèches associatives. Voilà, donc il y a peut-être moins de lourdeur administrative, mais le résultat n'est pas fameux non plus. Donc, lorsque j'étais maire adjointe, je vous donne comme ça une petite anecdote. Un jour, j'étais un peu, je me disais, mais c'est pas possible, j'avance pas, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, tiens, voilà le 8 mars, profitons-en. Et pour la Journée internationale des femmes, j'ai offert à chaque crèche municipale et associative un petit livre cartonné qui s'appelait Madame la Poule et que j'ai accompagné d'une petite bafouille de ma part. Alors c'est l'histoire d'une petite poule très indépendante qui préfère aller se promener en roller, se faire les ongles, se reposer dans une chaise longue et picorer du pain dur dehors, dans la cour, dans les champs. Elle préférait ça plutôt que d'être enfermée et élevée en batterie. Je peux vous dire que ça n'a pas été apprécié partout. Et qu'il m'a fallu, et en plus, avant, il avait fallu que j'aille mendier auprès du maire un budget d'arrondissement pour pouvoir acheter une soixantaine de petits livres comme ça, envoyés à chaque crèche. Et ça, c'est jamais agréable d'aller mendier pour quelque chose qu'on estime tout à fait légitime et normal. Voilà. Donc, pour conclure sur ce point, mes principales actions, hormis le dernier exemple, étaient plutôt réalisées de façon indirecte. Et je profitais de chaque occasion où j'avais toutes les directrices de crèche ou les personnels réunis autour de nous pour faire comme ça quelques petites digressions. Par exemple, sensibilisation aux violences conjugales. J'envoyais comme ça, je distribuais les papiers des associations luttant contre les violences en disant que c'était important pour le bien des enfants, parce que le personnel a vraiment une très haute estime de leur mission et a vraiment envie de bien faire, mais n'a pas d'infos et n'a pas la formation pour. Donc, je faisais des allusions comme ça pendant les commissions d'attribution des places. Voilà, je distribuais les prospectus des associations. Pendant l'attribution des places, je disais, mais vous faites bien attention à ce que la parité soit respectée en nombre de filles et de garçons, soit respectée dans vos crèches. L'entrée des parents dans les crèches, pour moi, c'est aussi un biais pour pouvoir intervenir là-dessus, pour pouvoir faire bouger les choses. Je synthétise un petit peu les 4 dernières interventions. On peut mettre en avant 2 principales difficultés, la remise en cause perpétuelle de ce qui touche à l'intime, à travers cette question du genre et de la petite enfance. Et puis, notamment dans la dernière intervention, la difficulté d'agir sur tous les acteurs et actrices en raison d'un millefeuille institutionnel, administrativo-politico, très compliqué, qui fait que toutes les compétences ne relèvent pas des mêmes institutions, et donc il est très difficile d'avoir la main sur l'ensemble des acteurs de la chaîne. Donc on va essayer de dépasser ces freins et ces difficultés qui ont été mises. On entre maintenant dans l'examen de la dernière salve de questions et dans l'examen des perspectives des recherches et des actions qui vous ont été présentées au cours de cette table ronde. Donc je vais me tourner vers Marie-Françoise Bellamy et je vais vous demander où en est le projet aujourd'hui et est-ce que vous pouvez nous dresser un premier bilan en termes de j'ai envie de dire, de points forts et de limites. On a fixé des objectifs en équipe, je veux dire, et écrit une charte qui était fondamentale pour bien poser nos intentions, je veux dire, à l'égard de la pédagogie du genre, que nous, on
on a dénommé comme pédagogie active, donc avec une intention de déconstruire les stéréotypes, évidemment. Il faut évidemment s'assurer au préalable d'un projet suffisamment stable. Je veux dire qu'on ne peut pas mettre en place ce type de projet si une équipe est en turnover ou en difficulté. C'est quelque chose qui est compliqué. D'impliquer donc les parents, les professionnels, j'en ai déjà parlé, de provoquer le débat et la recherche sur le genre, d'observer la réalité de terrain, de rechercher une cohérence en équipe, c'est fondamental, et de dégager des orientations et mise en place de pédagogie égalitaire à la crèche. C'est ce qu'on a tenté de faire. Donc pour nous, les activités n'ont pas de sexe, sauf celui qu'on lui attribue. C'est tout simple. Donc on laisse accès aux enfants, soit par groupe de genre, garçons et filles séparés, soit par groupe mixte. L'ensemble des jeux, ceux qui sont sexués et ceux qui ne le sont pas, et notamment les jeux sexués sont, comment dire, assez accessibles au sexe qui habituellement n'en a pas, l'utilisation habituelle. Donc David, qui est là présent, qui est l'éducateur de la crèche, joue à la poupée avec les garçons ou à l'hôpital des poupées. Et Aude, qui est là également, fait du bricolage avec marteau et clous, avec les garçons comme avec les filles. Pourquoi ? On laisse entendre ainsi aux garçons que les filles peuvent bricoler, que les femmes peuvent bricoler, et de la même façon aux filles. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, on renverse un petit peu la vapeur dans les activités, parce qu'en fait, le premier objectif que nous avons eu quand nous avons mis ce projet en place, c'est d'avoir le plus possible, et ça c'est vraiment le plus difficile, d'avoir une équipe qui soit constituée d'hommes et de femmes. Il faut savoir que là, je travaille avec 12 auxiliaires de puériculture, et nous avons la chance de travailler avec David, l'éducateur de jeunes enfants, le cuisinier, qui est extrêmement important dans ce projet, et le musicien qui nous accompagne depuis plusieurs années dans les activités musicales. Donc, à partir de cette représentation d'hommes et de femmes dans la structure, nous proposons des modèles identificatoires, un petit peu renversés, pour élargir les possibilités des enfants de chaque sexe, et de faire en sorte que les garçons qu'on puisse travailler les règles avec les garçons et les filles en amont des activités, pour éviter de donner la règle en cours de jeu, si je puis dire, de favoriser chez les filles le fait de prendre sa place, de prendre, avec une certaine autorité s'il le faut, etc., de permettre aux garçons l'empathie, les pleurs, les émotions qui sont habituellement réservées aux filles ou dénigrées chez les garçons. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Favoriser l'accès à l'art chez chaque enfant, peinture, marionnette, construction, bien évidemment, qui sont des activités, on va dire, plutôt unisexes. Reconnaître les émotions, les accompagner, ne pas insister sur les difficultés, encourager vraiment, l'estime de soi chez chaque enfant, chez les garçons comme chez les filles. Il faut travailler à deux niveaux, aussi bien du côté des filles, qui ont besoin de prendre de l'assurance, etc., et des garçons. Et vraiment, ne pas... parce que nous, on a commencé par un bout, on a commencé un petit peu avec les filles. Quand on nous a dit comment vous avez commencé, on a d'abord commencé aux filles à dire non, bien évidemment. On s'est rendu compte que, bien évidemment, ça ne suffit pas. Il faut travailler avec les deux sexes, de même qu'avec les parents. C'est vraiment fondamental. Donc ça j'entends, c'est plutôt, on va dire, les aspects positifs, et ça fonctionne plutôt bien en ce moment. Est-ce que vous, en deux mots, est-ce que vous êtes en capacité là, de dresser déjà les premières limites du projet, ou est-ce que vous voudriez aller encore plus loin, ou est-ce que ça coince plus qu'ailleurs ? Faire des constats, c'est peut-être pas nous qui pouvons les mener pour l'instant. Il faut un certain temps d'observation pour pouvoir en dire quelque chose. Et on ne peut pas nous faire dire ce qu'on ne peut pas en dire, je veux dire, de ce projet. C'est pas si facile. Simplement, on a remarqué qu'au terme d'un an ou deux, que les garçons et les filles, par exemple dans les activités musicales, puisqu'on les a suivis régulièrement, soit par caméra, soit par fiche, que finalement, on arrivait chez les filles, en tout cas, à un comportement beaucoup plus, délié, tranquille, je veux dire... un petit peu sûr, voilà, de la fermeté chez les filles, etc. Et puis, plus d'échanges entre les garçons et les filles, ce qui est un petit peu quand même notre préoccupation. La plus grosse difficulté, c'est de continuer à travailler avec la lourdeur de la charge
habituels liés à la structure. Il faut savoir que nous, on se réunit entre 14 et 15 heures tous les jours, presque. C'est un temps considérable passé en réunion, et on passe au moins 2 à 3 réunions par semaine axées sur le genre. Il faut travailler tout le reste. C'est pas seulement... Donc là, c'est un choix, c'est une conviction d'équipe que je porte, de toute façon. J'espère qu'il sera porté après mon départ quand je partirai en retraite, je le souhaite. J'espère que le service dans lequel je travaille va continuer à porter ce projet. C'est un projet qui n'est pas évident à travailler dans les autres crèches, donc on n'en est pas sûr. Il y a vraiment cette perspective d'incertitude qui plane un petit peu sur le projet de la crèche, où on ne sait pas si ce sera maintenu, en tous les cas, dans les convictions et politiques et les convictions de service. Et c'est ce qui m'inquiète le plus, d'ailleurs. Et c'est important de le souligner, puisque comme ailleurs, rien n'est jamais acquis, et notamment dans ces... Je veux juste dire quand même que ce type de projet, en tous les cas, donne une ouverture absolument considérable aux équipes. Ce sont des bouées d'oxygène qui ouvrent les équipes sur la vie. C'est bien évident. Parce que les équipes de crèche vont très vite tourner en rond. Quand on commence à parler des tout-petits, etc., on peut très vite tourner en rond dans les équipements de crèche. En tout cas, ça a donné, il me semble, dans cette crèche, une énergie que je n'avais pas trouvée avant, et que moi, j'apprécie particulièrement... de mon équipe, que je remercie beaucoup ici, parce que sans elle, c'était pas possible. Les sociologues, je ne vais pas répondre à la question, mais essayez de la décortiquer. Avancer vers quoi, donc, il me semble que la première chose à faire, c'est réfléchir à cette notion d'avancer, en se posant 2 questions. Quels adultes voulons-nous, qui sont des questions fondamentales, des hommes et des femmes, et comment voulons-nous gérer les contradictions entre l'égalité qu'on n'arrête pas de poser comme principe, etc., absolu, on l'écrit même, paraît-il, au fronton de certaines mairies, et puis l'inégalité qu'on constate jour après jour. Donc, je n'endosserai jamais ce rôle de l'expert qui vient vous dire ce qu'il faut faire, et je pense que la réponse précédente était beaucoup plus intéressante que la mienne. La deuxième question qu'il faut aborder, c'est qu'est-ce qu'on tolère comme différence, c'est quoi en définitive l'égalité entre un petit garçon et une petite fille? Qu'est-ce qu'on tolère comme différence entre un petit garçon et une petite fille, entre 2 petites filles, entre 2 petits garçons, etc. Et par exemple, il y a un thème sur lequel plusieurs crèches, me semble-t-il, en tout cas autour de moi, commencent à travailler, c'est celui de, alors je mets tous les guillemets que vous voulez imaginer, je déteste ce terme, de la diversité. Comment accueillir les enfants de la diversité, c'est-à-dire les autres, pas les nôtres. Donc comment ce respect de la diversité implique des modèles masculins et féminins différents. Et en particulier, moi ce que j'ai remarqué, c'est que dans les crèches, les personnels sont beaucoup plus... remarquent plus facilement les comportements sexistes des autres cultures que de la leur. Et donc, comment on croise, parce que pour moi, il n'est pas question d'imposer un modèle d'égalité petite fille, petit garçon, etc. Comment on croise ça, donc l'égalité homme-femme, avec d'autres formes d'approche, donc la diversité, mais aussi les catégories sociales et socio-professionnelles. Le modèle de garçons et de filles que veulent promouvoir les parents n'est pas le même dans les différentes catégories sociales. Quelle place fait-on à la différence entre les garçons et les filles? Parce qu'il y a aussi des différences, dans l'ensemble des différences. Le modèle qu'on veut préconiser n'est probablement pas un modèle d'uniformité. L'égalité, ce n'est pas l'uniformité. Donc comment on peut réfléchir à la fois à une égalité qui ne soit pas l'écrasement de toutes les différences, de toutes les personnalités, etc. Et il me semble qu'on n'est pas très avancé sur ça, mais Nicole, tu en parleras après. Tu en sais certainement plus que moi. De ce que je voudrais dire quand même, parmi les choses qu'on peut faire, donc là je vais contredire ce que j'ai dit avant, je vais quand même jouer l'experte, il me semble qu'il faut revaloriser les métiers de la petite enfance et la fonction éducative dans la société, parentale au sens large. Économiquement, je pense que les salaires d'un petit enfant, c'est un scandale. Quand on pense qu'on investit à long terme, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus important d'investir dans des petits enfants que dans des avions à réaction ou dans l'industrie nucléaire, mais ça je ne dirais pas. Économiquement, mais aussi statutairement, c'est-à-dire leur donner une vraie place, une considération, etc., et reconnaître socialement l'importance de ces travails
de ce travail, à la fois pour les individus, ce qui se joue pour chacun des individus, pour chacune des familles, dans les crèches, chez les assistantes maternelles, etc., et pour la société. C'est quand même la société de demain qu'on a dans les mains, il ne faut pas l'oublier. Y compris en travaillant sur les différences à l'intérieur des métiers de la petite enfance. On l'a évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup aimé le titre de ce qu'avaient fait les Québécois il y a quelques années, une recherche-action qui s'appelle « Le Québec fou de ses enfants ». Quand sera-t-on une société folle, au sens de passionnée par ses propres enfants ? La politique publique actuelle, c'est l'inverse. C'est la déqualification organisée, avec des risques de maltraitement aux enfants, de mépris des personnels qui s'occupent de la petite enfance, et en particulier toutes les mesures autour des assistantes maternelles actuellement. Je veux dire, c'est un scandale. Politiquement, c'est un scandale. Je profite de mon statut d'universitaire pour le dire. Je sais que les politiques ne peuvent pas le dire. Déqualification et difficultés économiques, avec des disparités importantes entre les villes. Et nous, on a comparé, par exemple, est-ce que vous disiez sur les élus, l'importance d'avoir des élus motivés qui motivent les autres, etc. Deux villes proches dans la région Nord-Pas-de-Calais, l'une avec une élue petite enfance qui suit, qui motive, qui dynamise, et une autre où il n'y a pas de problème. Les femmes s'arrangent entre elles. Si elles ont besoin de faire garder leur enfant, elles trouvent une assistante maternelle. Et on voit bien ce que ça produit comme différence. J'aborderai quand même si ce n'est pas forcément ce qui va vous plaire le plus, la question de la place des hommes dans la petite enfance. Pour moi, la mixité homme-femme parmi les professionnels de la petite enfance, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est pas une priorité absolue. Et j'ai bien aimé la façon dont vous avez parlé de vos hommes exceptionnels qui interviennent dans votre crèche. Il ne suffit pas qu'il y ait une mixité, il faut encore que cette mixité, elle soit travaillée, reconnue, et que ce que j'ai vu, moi, autour de moi, c'est d'abord le peu d'appétence des hommes pour ces métiers-là. Je crois qu'ils sont quand même 5% dans les générations actuelles en formation pour devenir les futurs éducateurs de jeunes enfants. Donc, il ne faut pas quand même trop compter qu'on va avoir la mixité rapidement, puisque ceux qui sont en formation maintenant, ils seront actifs jusqu'en 2050, c'est ça, donc, ça ne va pas changer beaucoup. La mixité n'est pas, pour moi, un objectif, car elle risque de continuer les relations de pouvoir et de hiérarchie si on ne la travaille pas, et j'aime bien la façon dont vous l'avez travaillé, et parce que les hommes n'ont pas d'appétence pour ces métiers, et puis parce que la présence des hommes dans un champ, c'est quand même pas le salut, faut arrêter, voilà. Ce qu'on peut proposer quand même au niveau de l'éducation, c'est de soutenir et d'accentuer les travaux qui se font sur les représentations des hommes, des femmes, des métiers masculins, féminins, etc., pour la petite enfance. Proposer des modèles alternatifs en plus grand nombre, inciter, diffuser. Donc vous avez cité un site tout à l'heure. Moi, je pense au site LabL, donc c'est genevoise autour d'Afflon Novel, qui font des fiches de lecture sur les livres qui sortent sur la petite enfance et qui donnent en quelque sorte un label en disant ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable du point de vue du genre. Mais en même temps, je ne voudrais pas vous faire croire qu'on peut changer radicalement les choses. Ce qui se passe dans la petite enfance n'est que, la transcription en matière de petite enfance des inégalités fondamentales que vous connaissez mieux que moi dans le reste de la société. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, mais il ne faut quand même pas s'illusionner. Ce n'est pas parce qu'on aura des meilleurs manuels, des meilleurs livres, etc., que les choses seront fondamentalement changées aussi longtemps qu'on voit ce qu'on voit à la télé, on observe ce qu'on observe autour de nous, etc. Je suis beaucoup trop matérialiste pour penser qu'on peut changer une société uniquement par l'éducatif. Je m'en désole et je vous demande de m'en excuser. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait une difficulté réelle à pouvoir intervenir sur la formation initiale. Par contre, il est possible d'agir sur la formation continue des personnels. Ça, c'est du domaine des compétences des collectivités locales. Et il s'agit d'une question de volontarisme, car il est clair qu'aujourd'hui encore, les établissements de la petite enfance reproduisent les stéréotypes, et mes collègues en ont parlé tout à l'heure. Donc cette question d'égalité filles-garçons, devrait faire partie des orientations politiques des mairies. C'est-à-dire que les mairies, normalement, distribuent, lorsque les places ont été attribuées, distribuent un petit livret aux parents ou
feuille avec les orientations politiques. Et donc, ça pourrait très bien, cette histoire d'égalité entre les filles et les garçons pourrait très bien être écrite, noir sur blanc, même si ça paraît un détail, je veux dire, c'est toujours mieux en l'écrivant et en le disant, ça devrait faire partie des orientations politiques des municipalités et distribuées aux parents. C'est quand même sidérant de voir qu'en 2011, les jeux proposés aux enfants ne sont toujours pas les mêmes selon que ce sont des filles ou des garçons. Du style, les professionnels orientent bien plus les garçons, comme tu l'as dit tout à l'heure, vers des motos, des camions, des autos, et les filles vers l'écoute de livres ou la dinette, des jeux très tranquilles. Quant au vocabulaire utilisé, puisque nous sommes en plein dans la campagne d'Oser le féminisme sur Madame, Mademoiselle, et donc sur ce qu'on appelle les termes d'adresse que sont Madame et Mademoiselle, je peux vous dire que lorsqu'un petit garçon arrive le matin à la crèche, si c'est un garçon, on l'appelle ça par son prénom, bonjour, je ne sais pas, Didier, peu importe, mais il n'est pas rare que l'on entende bonjour Mademoiselle, si c'est une petite fille, et de la complimenter sur sa coiffure ou ses habits. Voilà. À ce propos, j'ai parlé dernièrement, et ça va tout à fait dans le sens que tu as développé, j'ai parlé dernièrement avec une amie directrice de PMI, d'un quartier populaire de Paris, donc, à qui je faisais remarquer que les tout-petits, selon qu'ils étaient filles ou garçons, étaient habillés de couleurs très différentes, très colorées pour les filles, bien plus neutres pour les garçons. Et elle m'a répondu que les petites filles étaient habillées comme leur mère à partir de 18 mois et même du vernis à ongles, très courant. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, ils étaient en grenouillère. Voilà, un vrai défilé de mode à la rentrée scolaire, m'a-t-elle dit. Donc, concernant l'intégration dans les marchés publics de jouets ou de livres, les associations féministes pourraient rencontrer les municipalités pour leur demander d'inclure dans leur marché une clause de l'égalité entre les filles et les garçons. Cela permettrait aux élus volontaristes d'être soutenus dans leurs demandes aux maires et de donner plus de légitimité à leurs actions. Voilà, donc un pied dans le social, mais aussi un pied dans les institutions, mais aussi un pied dans le social, quoi. Sinon, on n'arrive pas vraiment à faire avancer les choses. Cela permettrait aussi aux directrices d'établissement d'avoir accès à du matériel antisexiste et ainsi d'orienter dans le bon sens certaines activités. Je voudrais également faire un... J'ai encore le temps ? Ça va ? Très vite. Très vite. Je voudrais juste faire un point sur le bureau des temps. Voilà. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, le bureau des temps, c'est une thématique qui a été initiée par les féministes italiennes pour voir comment les femmes pouvaient concilier vie professionnelle et temps de la vie personnelle, on va dire. Hein. Voilà. Et donc, il y a des bureaux des temps un peu partout maintenant, en France, en Europe, dans les municipalités. Et il se trouve que j'étais moi-même chargée du bureau des temps. Donc, j'ai fait faire, et à la mairie de Paris, on disait « Ah, il faut absolument élargir les horaires des crèches pour permettre aux familles de pouvoir laisser leurs enfants plus tard dans la journée et de s'adapter au travail des familles. » Et bon, il s'est trouvé que les résultats sur mon arrondissement ne donnaient pas du tout raison à cet a priori. Et que, bon, il devait y avoir peut-être 2 ou 3 enfants sur 60 en crèche dont les parents avaient vraiment, vraiment besoin d'une ouverture beaucoup plus tard. Donc, moi, j'ai dit, voilà, moi, j'ai négocié avec un peu le personnel des crèches et je leur ai dit, écoutez, on attribue des places uniquement aux parents, aux familles dont les parents travaillent, mais quid des familles dont les parents sont au chômage et en général plutôt les femmes qui ne retrouvent pas d'emploi. Voilà. Et j'ai un peu dealé, négocié avec le personnel sur mon arrondissement que je mettrais mon veto à l'élargissement des horaires de crèche sur mon arrondissement, mais qu'en contrepartie, moi j'aimerais bien qu'il y ait 1 ou 2 berceaux réservés dans chaque établissement pour des enfants qui viendraient que à mi-temps, 2 ou 3 jours par semaine, et pas l'obligation de venir 5 jours, pour justement permettre à des femmes de retrouver un emploi et de chercher un emploi en tout cas. Voilà.
Donc, on peut s'appuyer un peu sur les bureaux d'étang parce que, bon, je ne vous refais pas le couplet autonomie financière, etc. Et le dernier temps, donc la charte européenne de l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Donc, il faut savoir que quasiment toutes les collectivités territoriales, en tout cas une grosse partie, a signé cette charte de l'égalité. Cette charte prévoit que des plans d'action dotés de budget doivent être mis en place dans et par les collectivités signataires. Cette charte prévoit aussi une évaluation des actions. Il s'agit donc aujourd'hui que cette charte soit mise en œuvre pour ce qui concerne la petite enfance. Il y a des lois des chartes sur lesquelles on peut s'appuyer quand on est dans le personnel politique et il faut absolument l'utiliser. Car même si tout ne se joue pas avant 3 ans, il est clair que l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons commence dès le berceau et les tout petits ont aussi droit à une éducation non sexiste. Vous parlez des formations et des analyses des pratiques en crèche et puis aussi avec les assistantes maternelles. Voilà, alors, bon, de ma place, voilà ce que je dirais. Que cette question des représentations qu'elles se font du fonction et du rôle de la mère, parce que moi, c'est de ça dont je vais vous parler, elle arrive constamment sur le métier dans les institutions. Le tissage demande, me semble-t-il, un artisanat complexe. Voilà, c'est-à-dire que... voilà, alors, quelques points de tissage que moi je donnerais. Alors, d'abord, il faut supposer que ces professionnels ont construit un savoir lié à leur pratique et reconnaître ce savoir qui s'exerce quotidiennement. Il faut commencer par là, je pense. Il faut plutôt les considérer comme des acteurs aux prises avec du réel, dans le bouillon du réel, un réel institutionnel, et les aider à penser, dans l'après-coup de la parole partagée, ce qu'elles font dans l'espace de ces institutions. Pour ça, il faut qu'elles en aient des espaces de parole. Bon, comme disait, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne faut ni les mettre sur le divan, ni leur fournir un discours militant ou expert. La question du genre est intriquée dans leur pratique quotidienne, mais elle n'est pas pour elles au devant de la scène. Elles font d'abord un travail délicat qui demande une compétence pointue, accueillir et garantir le bien-être de très jeunes enfants. Et ça, comme l'a souligné Geneviève Cresson tout à l'heure, dans des conditions qui ne sont pas des conditions d'excellence, c'est moins qu'on puisse dire. Par rapport à ce que vous avez dit sur la question de la morsure, c'est intéressant parce que moi, ça fait très longtemps que je travaille avec des professionnels sur cette question, mais sur un mode indirect, vous voyez, par la stratégie du détour. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. C'est qu'on peut très bien rencontrer la question du genre dans un stage quand on parle de la question de la morsure. C'est pas du tout impossible. Vous voyez, enfin, voilà, donc ça veut dire qu'il faut d'abord, au sens plein du terme, leur donner la parole et ne pas les gaver avec la nôtre. Donner la parole à des sujets à l'intérieur d'un collectif, un collectif lui-même compris dans une institution sociale. Car c'est de la pluralité des paroles et des positionnements que surgissent des questionnements quant aux évidences. Et ça, c'est pareil pour nous tous. J'en donne un exemple puisé dans un de mes articles. Voilà, des professionnels face au comportement opposant d'un enfant, qui pourrait être un enfant qui mord d'ailleurs, ça pourrait être ça, s'interroge rapidement sur l'insuffisance de la présence de sa mère. Une autre professionnelle intervient alors pour dire qu'elle a parlé avec la mère et que celle-ci avoue sa fatigue de s'occuper toute seule de son enfant tout le temps, car le père vient de partir, ils viennent de se séparer et actuellement, il ne communique avec son enfant que sporadiquement par téléphone. Alors vous voyez que c'est cette intervention de cette autre professionnelle qui va permettre d'ouvrir un questionnement sur le comportement de l'enfant, au lieu de fermer la situation et la pensée à l'aide de la représentation princeps, elle devrait s'en occuper davantage. C'est-à-dire que dans cette situation, on a pu se demander, alors ce petit garçon, il manque de mère ou il manque de père? Et on est plus dans... on a bougé là, il y a quelque chose qui a bougé dans la représentation, dans le questionnement. Voilà, ou alors j'ai un autre exemple où une professionnelle interprète le retard léger de langage d'un enfant en liaison avec le fait toujours que sa mère ne s'en occupe pas assez. Voilà. Une autre professionnelle, qui elle aussi a parlé avec la mère, dit alors que celle-ci lui a dit qu'elle retravaillait et que c'était vraiment bien, car jusqu'à maintenant, elle l'avait énormément coucouné, et que d'ailleurs c'est pour ça qu'elle pensait qu'il avait un retard de langage, et qu'elle sentait qu'elle et lui, c'était franchement bien qu'ils aillent voir chacun de leur côté. Voilà. Bon, là aussi, vous voyez, en formation, le débat, il reprend autrement. Vous voyez, ça, voilà, il y a du débat qui se met, c'est l'agora. Je pense que le changement, il faut une agora pour ça. Voilà. Donc il faut s'appuyer sur la pluralité et la complexité qu'elle amène. Voilà. Alors ça, c'est le premier volet. Alors ensuite, au fil des questions qu'elle se pose, je dis elle parce que c'est majoritairement des femmes,
et pas celles que nous nous posons. Là, je parle de ma place formatrice. Il ne faut pas hésiter à amener des éléments historiques, sociologiques, concernant l'émancipation des femmes, leur arrivée sur le marché du travail, les injonctions paradoxales à lesquelles elles sont soumises quand elles deviennent mères. Voilà. Amener des éléments identiques sur l'origine et l'évolution de leurs différentes professions, assistante maternelle, auxiliaire de puériculture, puéricultrice, éducatrice, et les valeurs et idées qui fondent ces professions, sur la position dominée et morcelée, traversée par la rivalité professionnelle du champ de la petite enfance. C'est un champ qui est très très morcelé et où les professionnels ont de grosses rivalités. Bon, c'est divisé pour mieux régner, ça fonctionne assez bien. Quand les professionnels, ça c'est d'expérience que je peux vous le dire, une expérience clinique assez longue, quand les professionnels, qui sont majoritairement des femmes, peuvent évoquer collectivement leur propre parcours de la combattante et y réfléchir ensemble, leur regard sur les mères qu'elles accueillent se déplace. C'est-à-dire que quand elles peuvent se solidariser avec les femmes, c'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a plus une coupure entre, comme je ne sais plus qui a dit, quand on pose la question, il y a une... je crois que c'est... Voilà. C'est justement réduire cette coupure. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une possibilité de se solidariser avec les mères. Et quand ça devient possible, alors quelque chose change. Et ce qui se construit alors, c'est une forme de conscience éthique et politique qui les solidarise avec les mères et aussi avec d'autres professionnels. Et ça, dans un travail au long cours, je pense particulièrement à l'analyse des pratiques, eh bien ça se construit dans les institutions. Pour ça, il faut donner cet espace-là aux professionnels pour qu'ils aient du temps pour penser. Alors c'est le troisième volet, que Geneviève Cresson a elle-même beaucoup développé, donc je ne vais pas forcément développer. Mais enfin, il ne faut quand même pas rigoler aussi avec les conditions de travail de ces professionnels, le fait que majoritairement, elles aient très peu d'espace payé pour penser, c'est-à-dire qu'elles sont payées pour faire, pour agir et pas pour penser. Donc il y a très peu d'espace qui leur sont accordés pour penser et réfléchir. D'autant plus qu'elles occupent une position dominée dans l'institution, c'est-à-dire que plus elles sont en bas de l'échelle et que moins elles ont de place pour penser. Voilà, donc c'est aussi ce travail de construction-là qui est conduit en formation. Voilà, et plus aujourd'hui, effectivement, une pression à la rentabilité dans les institutions qui est très forte et qui n'aide pas les professionnels à travailler, y compris les professionnels les plus qualifiés. C'est-à-dire que les professionnels disent que justement, elles n'ont pas assez de temps pour réfléchir et même aussi de temps pour s'occuper qualitativement de chaque enfant parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent, il y a de la pression pour remplir. Donc il y a toutes ces questions qui sont là. Voilà, donc je voudrais finir pour dire, moi, ce que je pense, c'est que des professionnels parmi les moins valorisés, les moins payés, elles arrivent à construire cette identité professionnelle et une éthique de pratique envers les familles. Et il y a des professionnels qui y arrivent, qui parviennent à le faire quand on leur en donne au minimum les moyens. Eh bien, je pense que nous devons leur tirer notre chapeau. Simplement vous inviter à creuser la question si ça vous intéresse et ça va faire le lien avec la seconde table ronde de cet après-midi. Creuser la question à travers la lecture de 2 revues qui sont parues assez récemment. Le numéro 21 de la revue Nordique, qui est consacré aux filles intrépides et garçons tendres, genre et culture enfantine. Et à travers le numéro 49 des Cahiers du genre consacré aux objets de l'enfance. Et donc vous retrouvez une série d'articles sur à la fois des aspects traités au cours de cette table ronde et au cours de la suivante. Je voudrais demander, puisque nous sommes dans une période préélectorale où chaque candidat fourbit son programme, vous semblerait-il judicieux de proposer pour les présidentielles, dans les différents programmes, la mise en place d'un service public unifié de la petite enfance qui regrouperait toutes les structures existantes et l'idée de service public de la petite enfance. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je suis élue à la ville de Montreuil en charge des droits des femmes, donc Jamila Saoum, et je voudrais m'adresser plus particulièrement à la directrice de la crèche de Saint-Ouen. Ma question, est-ce que ça a nécessité plus de moyens financiers que normalement? J'ai cru comprendre que ça a mobilisé beaucoup d'heures, en revanche, donc des moyens humains, j'imagine. Mais ma question, c'est ça, est-ce que ça fait augmenter le budget ou pas? Bénédicte Fiquet, de l'association Adéquation. Donc, comme Amandine le suggère, je prends la parole pour vous présenter un projet en fait qu'on mène aujourd'hui et qui est soutenu par le Conseil régional de l'Île-de-France, la délégation régionale aux droits des femmes et la ville de Paris.
qui est un projet en fait qui est de formation de formateurs avec comme ambition de créer en fait une boîte à outils éducative à partir de littérature de jeunesse non sexiste, un projet de formation-action. Alors on part de la littérature de jeunesse, sexiste et non sexiste d'ailleurs, pour toucher un grand nombre de personnes, que ce soit des professeurs des écoles, des professionnels de la petite enfance, mais aussi des parents, des bibliothécaires, des animatrices, des animateurs, des ADSEM, voilà. On cherche à faire des formations, on a déjà fait d'ailleurs des formations comme ça avec un public décloisonné. Donc pouvoir à la fois viser un public, enfin des personnes qui s'occupent d'enfants très jeunes, mais également d'une manière un peu indirecte, parce qu'en fait travailler à partir de la littérature de jeunesse permet de ne pas d'interroger directement les pratiques des professionnels. Et une expérience qu'on a menée en école maternelle nous a montré que très vite, ces professionnels finissaient par interroger leurs propres pratiques, justement. Donc ça nous a semblé vraiment pertinent et continue dans cette voie. Donc pour être très rapide, c'est une série de formations initiales, d'aide au repérage des stéréotypes dans la littérature de jeunesse. Et ensuite, on propose un certain nombre de pistes de travail, d'activités à mener avec les enfants qu'on accompagne. Et dans un second temps, un nouveau temps de rencontre, d'échange et de mutualisation de ces pratiques, de ces activités dont on tirera une boîte à outils. Donc c'est un peu un appel à participation. Nous, on est de toute façon très intéressés pour collaborer et que des personnes souhaitent se joindre à nous pour ces formations actions. J'ai été très sensible au fait que finalement, il n'y a que des femmes dans la formation, d'abord parce que c'est très mal payé. Oui, c'est ça. Non, mais essentiellement dans les crèches, il y a des femmes. Et Mme Cresson a eu raison de dire que finalement, le fait que la mixité n'était pas forcément un objectif à atteindre, mais malgré tout, je voulais poser la question. Bon, et puis c'est aussi parce que le fait que les hommes ne se pressent pas pour obtenir ces postes-là. Mais alors, est-ce que malgré tout, étant donné tout de même la prégnance qu'il reste dans la société du rôle de la mère dans la formation du petit enfant, est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir aboutir au moins, sinon à essayer d'avoir une mixité, mais à faire en sorte que quand des hommes se présentent et présentent leur candidature, elles soient examinées avec la même, comme une espèce d'indifférence, de façon que ce soit un homme, soit une femme qui se présente, on ne voit pas de différence, et que les hommes s'incorporent comme ceci, en quelque sorte, par un consentement, mais qui ne serait pas la nécessité, l'obligation de leur trouver une part qui soit égale à celle de la femme. Odile Maillard, je suis éducatrice de jeunes délinquants de formation. Je voudrais revenir à une question un peu pratique sur le questionnaire que vous proposez aux parents. Dans votre crèche, vous avez parlé, donc, c'était adressé à la pratique dans la famille des couples hommes-femmes. Je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion d'avoir dans vos groupes de travail là, des parents qui soient femmes-femmes ou hommes-hommes. Donc si le cas de l'homoparentalité, vous l'aviez rencontré aussi, parce que dans les stéréotypes, dans les questions que vous posez, ça peut être aussi des questions qui se posent pour l'ensemble des parents, que ces situations-là, qui sont parfois difficiles à intégrer dans les écoles, les crèches et autres institutions. Voilà. La question financière, je crois qu'il y a eu 15 000 euros de débloqués quand même au départ, puisqu'on a été formé par une pédagogue suédoise, Kajsa Svalerid, donc avec un interprète franco-suédois. On a eu 11 journées de formation sur 2 ans et demi, 3 ans. C'est peu, mais c'est beaucoup pour nous. Et c'est surtout la suite qui nous inquiète. Mais c'est vrai que ramener à 55 crèches, on imagine un petit peu le budget que cela représente. Et je pense que c'est un des écueils de cette question. Alors sur le questionnaire, on avait évidemment posé la question de quel était le type de famille, évidemment, en couple ou seul, etc., monoparental. Enfin, c'est la question que vous me posez, c'est bien ça. Ou homoparental également. Homoparental, je n'avais pas compris. Non, on s'est pas penché sur la question, non. Parce que je crois qu'on n'a pas repéré, en tous les cas, dans les couples, enfin, sinon on l'aurait fait, je pense, spontanément, en tous les cas de situation ramenant à cette question, tout simplement. Ces dernières années, on a quand même vu des mouvements extrêmement importants émerger sur la petite enfance,
avec, il y avait eu pas de zéro pour les enfants de moins de 3 ans. Il y avait ensuite... Non, c'est pas ça. Pas de zéro de conduite, pardon. Pas de zéro de conduite. Et puis, bien évidemment, le mouvement qui fait beaucoup de bruit actuellement, c'est pas de bébé à la consigne. Voilà. Je crois que ces mouvements ont permis et ont fait bouger effectivement au niveau des partis politiques, en tout cas de gauche et des écologistes. Et je crois que ces trois formations politiques se sont engagées là-dessus, sur un service public de la petite enfance. Il me semble bien. Je pense pas me tromper là-dessus. Par contre, oui, service public de la petite enfance, c'est pas, ça veut pas dire l'égalité. Voilà, c'est comme je répondrais à monsieur, la parité, c'est pas toujours un gage d'égalité. Voilà. Donc, voilà, pour amener un peu à la thématique d'aujourd'hui. Il a demandé qu'on les accueille bien quand ils se présentent, c'est ça? Ah, d'accord. Mais je pense que non seulement ils sont bien accueillis, mais ils sont accueillis, mais vraiment avec des fleurs, avec des... Je suis pas d'accord. Ah, attendez, on en recherche, ils sont demandés. Alors, il y a aussi, par ailleurs, une certaine méfiance, parce que souvent, ce sont des tout jeunes hommes qui arrivent avec un diplôme, avec un bagage plus important que celui des femmes qui sont là en train de travailler et qui, à juste titre, peuvent se sentir menacées. Donc il y a les deux côtés. Moi, je pense qu'ils sont très demandés. On les réclame sans arrêt. On lit régulièrement des choses sur davantage d'hommes dans la petite enfance. Et en même temps, il y a un risque aussi qu'ils soient en concurrence maladroite si c'est pas géré. Et moi, j'ai bien aimé pour ça ce qu'a dit notre collègue Madame Bellamy, c'est alors j'allais dire pas n'importe quels hommes, certes, mais des hommes vraiment motivés, vraiment formés, et puis avec lesquels on travaille, hein, parce qu'il s'agit pas. Moi, j'ai vu une ou deux crèches dans lesquelles le monsieur qui était là était considéré comme le sauveur parce qu'il avait, on avait enfin un homme, c'était quasiment un exploit dans la crèche d'avoir un homme, etc. Et on se posait pas beaucoup plus de questions. Moi, je pense que c'est l'accompagnement qui est important, et j'ai bien aimé la façon dont vous parliez rapidement de cet accompagnement. Dans une crèche comme auxiliaire de puériculture ou un EJE, éducateur jeunes enfants, les parents le regardent quand même avec beaucoup de méfiance en se demandant s'ils n'ont pas affaire à un pédophile. Non, mais je veux dire, c'est très... faut le dire, hein, je veux dire, ça existe. Hein. J'ai eu le problème il y a quelques années vis-à-vis du premier éducateur qui est venu travailler dans la crèche. Et je pense qu'il faut l'aborder quasi en réunion, cette question de la peur. Parce que je crois qu'au fond, ce qui traverse les parents, c'est la peur. Des peurs qui sont alimentées aussi par les médias, etc. Et je pense c'est pas très facile, hein, je veux dire, c'est pas simple d'aborder ces questions-là, mais... au fond, c'est permettre aussi de pouvoir un petit peu rassurer les parents, enfin d'une certaine façon, d'en parler, ça permet aussi de les rassurer. Enfin, je veux dire, voilà, d'aborder directement la question. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui pourrait vous laisser entendre, voilà, qu'un homme serait plus fiable qu'une femme? Parce qu'on sait aussi que les femmes peuvent être intrusives. Enfin, bon, il n'y a pas que la question de l'homme dans des questions comme celle-là. Vous voyez, donc on peut élargir le débat autrement. Et je pense que le deuxième éducateur qui est arrivé, la place était faite en quelque sorte. Même si c'était un objectif, effectivement, il ne serait pas réaliste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Ceci dit, par rapport à d'autres choses que nous avons échangées actuellement, le fait que justement les tout petits enfants, quand ils sont confiés à des tiers, ils puissent être accueillis par un collectif où il y a des hommes et des femmes, là, en termes d'exemplarité, comme vous en parliez, quand même, ce serait quand même plus intéressant qu'ils continuent à être pris en charge à 99,9% par des femmes, quand même. Hein. Bon, alors, effectivement, il faut du temps pour ça. Hein. On n'est pas arrivé au bout du chemin, mais l'idée, et y compris l'idée finalement de promouvoir aussi que des hommes peuvent être aussi d'excellents éducateurs pour les jeunes enfants, qu'on n'a pas besoin d'être une femme pour ça, qu'un homme il peut aussi le faire, tout à fait aussi bien. C'est quand même là aussi il y a une idée, il y a quand même une représentation comme quoi les bons hommes ils savent pas s'y faire avec les petits. Qui ne traverse pas que le champ de la petite enfance, qui traverse aussi le champ du judiciaire, autour de la question des divorces et tout ça. Enfin, c'est une question très large. Il y a quand même un travail à faire de ce côté-là. En Suède, vous voyez énormément d'hommes finalement qui poussent les poussettes. Et moi, j'étais extrêmement surprise de voir la qualité de la relation. Enfin, c'est pas parce que j'en doutais, hein. Mais je me suis dit, mais c'est des vraies mères. Et... Franchement, c'est étonnant. Enfin, je veux dire que...
Mais alors ça, moi, je voudrais dire quelque chose. Alors attendez, on va essayer. Non, je plaisante. C'est une plaisanterie, évidemment. Allez-y. Elles font aussi bien. Ils font aussi bien. Je voudrais simplement aussi préciser qu'il ne s'agit pas, parce que c'est transversal aussi aux recherches de Geneviève Cresson et de Marie-Dominique Villepère, aussi de la présence masculine ne doit pas emporter les caractéristiques traditionnelles, à savoir souvent quand il y a un seul homme dans la crèche, il lui revient d'être le marqueur de l'autorité auprès des enfants et il occupe une place particulière auprès des autres personnels. Donc je sais que c'est pas le cas. Je vois l'éducateur jeunes enfants de la crèche dont on parle qui hoche la tête, évidemment, mais il faudrait pas non plus que dans un réflexe de complémentarité, discours complémentaire qu'on nous rabâche en ce moment, avec lequel on nous rabâche beaucoup les oreilles, qu'on justifie la présence des hommes pour assurer l'autorité. Je voulais simplement aussi dire, peut-être en complément de la question qui a été posée par la dame au centre, et pour faire le lien avec la prochaine table ronde, qu'évidemment l'étape suivante, ce sera, j'espère en tout cas, de parler d'éducation à l'égalité des sexes et aussi d'éducation à l'égalité des sexualités. Et on verra dans la deuxième table ronde que certains intervenants pensent les deux questions intimement liées et certaines interventions en milieu scolaire traitent de ces deux questions qui sont éminemment complémentaires.